par jour. Bon, la présentation va être rapide, hein. C'est un média qui est 100% vidéo. C'est une chaîne des médias, des startups et de la nouvelle économie. On s'intéresse à tout ce qui peut avoir un caractère inspirant pour tous les gens qui, de près ou de loin, gravitent dans le web. Plus souvent de près d'ailleurs, de façon assez professionnelle, mais ça va aussi des étudiants, pourquoi pas de cette école, jusqu'aux grands patrons du web. L'idée, c'est d'être inspirant, de donner un peu les tendances qui nous semblent le plus intéressant là-dedans. Et on avait fait une semaine spéciale sur l'e-éducation en partenariat avec l'Urne Assembly d'ailleurs, qu'on avait publié l'été dernier, qui a été reprise. Vous avez les vidéos qui sont sur le site de la French Touch education.com, sur le site donc, de cet événement. C'est vraiment un survol, hein, parce qu'il y a énormément de choses à dire, vous vous êtes rendu compte de ça. Et il y a énormément de questions à poser. Alors moi, j'ai plein de questions, j'ai vu que vous en aviez beaucoup aussi, donc on va faire collaboratif, hein, c'est à la mode. Et on va se partager un peu le travail sur les questions. J'ai envie de commencer justement, Raphaël Taillet, le micro. On a vu qu'il y avait une histoire de posture professorale qui était évoquée donc, dans le rapport. J'ai envie de commencer un peu par la provoque là-dessus, histoire de lancer une question un petit peu provocatrice, puisqu'on est ici à l'école 42. On a vu tout à l'heure qu'il y avait donc ce projet, en tout cas cette réalisation d'Algebra Challenge, où là on a tout d'un coup des enfants qui sont face à une gamification finalement de l'apprentissage, qui apprennent tout seuls avec un accompagnement du professeur. Et ici, dans cette école-là, il y a je ne sais plus combien d'élèves, 2000 je crois, quelque chose comme ça. Il y a 20 encadrants. Il n'y a aucun professeur, 0 professeur dans cette école. Je crois que c'est la première en France où il y a 0 professeur. Tout se fait en groupe, en collaboratif. Tout se fait avec une sorte de, on va dire gamification, même si ce n'est pas le mot, de l'apprentissage et de l'avancée. Donc, est-ce que finalement, entre l'Algebra Challenge pour les jeunes et puis ce qui se passe ici pour des plus âgés, on a vraiment encore besoin des professeurs et de leur posture, Raphaël? Parce que moi, je me demande si finalement, puisque le dinosaure éducation nationale résiste tant, est-ce que finalement, l'éducation ne va pas finalement se passer d'une partie d'entre eux, en tout cas, de leur fonction? Je pense que la résistance du mammouth, de l'éducation, de l'institution, n'est pas forcément la résistance des profs. On en a parlé tout à l'heure avec M. Thiolin. Pour répondre très clairement à la question, je pense que oui, le professeur reste indispensable, même dans le cadre d'une révolution numérique qu'on voit arriver et s'affirmer de plus en plus. Dans une posture professorale traditionnelle ou dans un La posture évolue. La posture doit changer, la posture va changer. Et le fait qu'on ait 20 encadrants à l'école 42, alors je pense qu'il y a 2 sujets qui amènent à nuancer par rapport à l'apprentissage dans le secondaire, qui nous touche, nous particulièrement au livre scolaire, puisqu'on est concentré sur le collège et le lycée. D'abord, il y a une question de maturité. Hein, à l'école 42, on n'est plus un jeune adolescent, on est un jeune adulte. Et puis, justement, le fait de parler d'encadrant, on est déjà dans la nouvelle posture. C'est-à-dire que le rôle du professeur dans le cadre des nouvelles pratiques qu'apporte le numérique et les technologies qui vont avec, c'est justement de faire évoluer le professeur d'une posture magistrale, qui est une posture centenaire, hein, qui date de l'école du modèle prussien, de l'école de la fin du 19e siècle, puisqu'aujourd'hui la connaissance, c'est comme le potable, vous l'avez partout. Vous lancez une vidéo sur la Khan Academy, vous ouvrez un manuel du livre scolaire gratuit sur Internet, vous allez sur Wikipédia, la connaissance, vous tournez le robinet, elle tombe. Donc la question, c'est plus d'avoir accès à la connaissance, c'est de savoir la réutiliser, de savoir la réemployer pour résoudre des problèmes, construire des choses, etc. Donc le professeur, la posture du professeur, effectivement, ce n'est plus de transférer un savoir depuis son cerveau, sa tête, vers une communauté d'apprenants, mais c'est d'accompagner chacun d'eux pour les aider à débloquer leurs propres blocages, leurs propres difficultés, à aider ceux qui ont plus de facilité à aller plus vite, et donc d'être justement dans l'encadrement. Voilà. Qui va aider les professeurs à faire ce gap-là? Il y en a qui le font eux-mêmes. Il y en a une grande majorité qui n'a pas fait encore ce gap-là. On voit bien que l'éducation nationale rechigne peut-être à ces nouvelles méthodes pédagogiques et que le seul rapport qu'ils ont finalement, c'est un inspecteur qui vient de temps en temps leur dire oui, non, ça va pas, sur des postures traditionnelles. Donc qui va les aider à passer ce cap? Là-dessus, je pense que, alors, première chose, je rejoins le discours de M. Thiolin d'il y a quelques instants. Voilà, il ne faut pas être alarmiste, hein, les enseignants se mettent au numérique. Nous, le livrescolaire.fr, je rappelle que c'est quand même 1000 professeurs qui contribuent en mode communautaire à faire des manuels scolaires papier et numérique. C'est 35 000, c'est-à-dire un professeur sur 3 au collège qui utilise les manuels numériques du livrescolaire.fr, donc c'est considérable. Les professeurs se mettent au numérique, hein, c'est un faux postulat de partir du fait que les professeurs n'arrivent pas à y aller. Cela étant dit, il y a un rôle qui doit être assumé, je pense, par l'institution,
dans la formation des enseignants. Nous, on y apporte notre pierre, mais on n'a pas la vocation ni la prétention à dire qu'on va résoudre le problème de la formation des enseignants, même si toutes les semaines, on en rencontre des dizaines. Formation qui n'existe pas en continu à ce jour. Donc, qui existe, mais qui n'existe pas, peut-être pas assez, peut-être pas avec les bonnes méthodes, avec peut-être pas les bons intervenants, mais il y a de la formation, elle n'est pas suffisante. Et aujourd'hui, on se retrouve, comme d'ailleurs d'autres éditeurs plus traditionnels, à assumer une partie de cette charge de formation. Et nous, toutes les semaines, tous les jours, on rencontre des professeurs et on les aide à utiliser, à passer au numérique. Mais c'est vrai que ce rôle-là revient majoritairement à l'institution et on attend beaucoup de ce côté-là. Je vais faire circuler le micro sur les mêmes questions d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Laetitia ? Alors, c'est un sujet qui est quand même extrêmement compliqué et je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit avant par Raphaël. Les points de vue sont aussi... Je peux me placer comme start-upper, je peux me placer comme citoyenne, comme ancienne professeure de mathématiques et aussi comme mère de 3 enfants. Est-ce que ces points de vue-là convergent toujours ? C'est intéressant de se poser la question quand même. Hein. Moi, j'ai participé au premier rapport Apprendre à l'heure du numérique avant celui 3.0. J'ai vu d'autres rapports. J'ai parlé également, j'ai participé au premier plan e-éducation qui avait été lancé par Bercy, dont l'annonce finalement apparemment est reprise par l'Élysée. Bon, bref, c'est un peu complexe. Il y a une forte inquiétude, en fait, et ça, je pense qu'il faut le comprendre, et je ne pense pas tant du côté des professeurs, en fait. Si on lit les rapports qui se sont accumulés, à l'époque où nous, on écrivait le rapport Apprendre à l'heure du numérique du premier Conseil national du numérique, il y avait aussi un rapport qui était fait par un député, Jean-Michel Fourgousse, qui déjà à l'époque, donc il avait fait ça entre 2010 et 2012, je crois, disait mais les professeurs, à plus de 90%, seraient hyper contents d'utiliser des moyens numériques. Ils trouvent un intérêt, voient ce qu'on peut en faire, etc. Enfin, voient pas ce qu'ils peuvent en faire en classe, mais voilà. Il faut, en plus de ça, mettre en regard des statistiques qui disaient que avant même qu'on se pose la question d'utilisation en classe, d'un point de vue personnel, utilisation à la maison de tous les outils web, les professeurs sont une des catégories socio-professionnelles qui y sont allés en premier. Donc, quand on sait ça, on se demande vraiment quand même si le blocage, il est là. Moi, je l'ai vécu en plus de l'intérieur et je ne trouve pas qu'il était vraiment là. Bon, il y en a quand même beaucoup d'autres. Je vais vous dire de façon... Ça va être un peu abrupt et ça risque d'être... moi, le B2B aujourd'hui, c'est-à-dire vente aux écoles en France, je fais quasiment plus. Il y a quand même, pour donner un exemple, 10 millions d'iPads dans les écoles aux États-Unis et 100 000 tablettes en France, je crois. Je compare, ce qui est comparable, c'est iPad, ce que je connais. Voilà. Donc, à partir de là, c'est très difficile d'arriver à en faire vraiment un marché et d'en parler. Et c'est ça, c'est sans vous parler justement tous les rapports auxquels j'ai bien voulu participer bénévolement, tous les moments que j'ai pris pour aller en fait, faire de l'évangélisation du marché, pour au final se retrouver exactement comme disait tout à l'heure Serge de Dragonbox sur, c'est pas des refus, c'est ah, ça va pas se faire. Et ça n'avance pas. Et nous, on va de pilote en pilote en pilote, et c'est interminable. Pour une start-up, à l'échelle d'une start-up, et je parle en tant que start-up, ça n'est pas possible. Nous, notre marché, il est B2C, et en tant que start-upper et école, il est aux États-Unis aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas du tout se développer. Je dis simplement à l'échelle d'une start-up, et donc après, justement, Thierry parlera avec une autre échelle, celle de Microsoft, et ce sera intéressant. Évidemment, qui est une grosse start-up qui a très bien marché, verra probablement les choses différemment. Mais là, aujourd'hui, il y a un marché existant et un marché non existant. Et un marché qui peut-être est amené à bouger, mais je vous entends, c'est passionnant. On avait aussi écrit des choses sur le premier rapport. On avait des discussions pour le plan e-éducation. Et je n'arrive pas à sentir les choses bouger. Forcément, ça va bouger parce que ça bouge partout. Mais quand, comment, j'ai du mal à le voir. Je parle uniquement de l'école en France. Je ne parle pas des gens chez eux, l'apprentissage. Puisque, encore une fois, un des seuls points qui faisait à peu près, on va dire, l'unanimité dans le plan e-éducation qui était au départ par Bercy, c'était un des 34 plans de la nouvelle France industrielle. Et ce qui faisait en fait non-débat, c'était il faut mettre le paquet sur le primaire parce que c'est là que les inégalités sociales se créent, etc. Et en juillet, annonce d'équipement des 5e. Et du coup, derrière, on a quand même du mal à suivre tout ça et la cohérence de l'ensemble. Et est-ce que ça va arriver ? Une dernière chose, je pense aussi
qu'on a de l'ambition et il y a un réel manque de moyens. 4 milliards d'investis aujourd'hui dans le secteur EdTech aux États-Unis, depuis 2009, dont 80% aux États-Unis et le reste en Asie. Bon, on a bien compris que les petits éléphants bougent, mais est-ce que le mammouth va bouger un jour et comment vous allez le faire bouger, Benoît Tolly? Est-ce que vous avez encore l'ambition, le rêve de le faire bouger rapidement? Oui, alors d'abord, je vais vous faire un scoop pour répondre à ma voisine de gauche. Je ne suis pas Najat Vallaud-Belkacem, mais je ne suis pas le gouvernement français. Donc, c'est pas moi qui peux vous dire ce que le gouvernement décidera. Il faudra lui demander. Moi, ce que j'essaie de faire avec le Conseil, les autres membres, c'est de faire bouger les lignes et de les convaincre de prendre un certain nombre de décisions, de ne pas prendre les mauvaises, parce qu'il nous semble qu'il y en a de mauvaises qui pourraient se dessiner et d'essayer d'éviter qu'ils les prennent. Alors, est-ce que ça va bouger, est-ce que ça ne va pas bouger? J'ai un peu déjà répondu à la question d'une certaine manière. Je vous ai dit, la question, en fait, la transformation de l'éducation aujourd'hui par le numérique, elle est déjà engagée et elle va se poursuivre, il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème, c'est de savoir si ce sera de manière maîtrisée ou pas, et à l'intérieur de l'école ou pas du tout. C'est ça le sujet. Et là, pour le coup, vous avez peut-être lu le tsunami numérique, évidemment qu'il dramatise, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort sur le fait qu'on est quand même à une croisée des chemins. Alors, c'est pas pour tout de suite demain matin, mais enfin, si on ne prend pas les décisions, à force de ne pas les prendre, à un moment donné, effectivement, le risque, en fait, c'est que cette transformation soit complètement à l'écart. Et que du coup, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, dans une société démocratique, on doit avoir le droit de choisir et de déterminer collectivement, ensemble, ce que l'on veut enseigner à nos enfants. Ça me semble un choix absolument majeur de souveraineté démocratique. Et le fait qu'effectivement on prenne le risque de perdre ce levier me semble quelque chose de très grave. Et donc c'est pour ça qu'on pense qu'il faut effectivement y réfléchir et y mettre les moyens. Voilà. Alors, et ensuite, alors il y a des trucs qui sont sortis dans la presse, je ne sais pas ce qui est vrai, pas vrai, etc. En tout cas, nous, on a rappelé, on l'a dit, on a demandé un rendez-vous avec le président de la République, on lui a expliqué pendant 1h30 qu'il nous semblait que la transformation numérique de l'école passait d'abord par plein de prérequis, avant même de se poser la question de l'équipement. Qui, moi, me semble ne pas être la priorité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un enjeu industriel sur l'équipement. Mais ça, moi, j'ai eu la chance, il se trouve que je crois quand même qu'il y a des choses qui bougent. En tout cas, ils en donnent l'impression. Puis on verra, on jugera sur acte les politiques, puisque je crois que c'est comme ça qu'il faut les traiter. Mais j'ai l'impression quand même que dans les 34 plans, tout ce qui était lié aux tablettes, etc., c'est un enjeu industriel. À mon avis, il ne faut pas courir trop de lièvres en même temps. Et nous, on l'a rappelé. On l'a rappelé à la ministre, on l'a rappelé au président quand on l'a vu. On a dit c'est bien de vouloir faire à la fois la révolution numérique dans l'école et en même temps de faire une politique industrielle sur l'équipement. C'est super, mais à vouloir faire les deux, le risque c'est qu'on manque les deux. Et donc, nous on a dit faites la révolution numérique dans l'école, réfléchissons et continuez les plans que vous avez, mais à vouloir absolument articuler les deux, le risque en fait c'est qu'on manque les deux cibles. Juste un mot sur les différentes casquettes dont parlait Laetitia. Elle parlait de son rôle de mère aussi. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des gens, des adultes qui ont des enfants qui disent « Moi, je sors mon enfant du système scolaire, j'utilise tous les outils qui sont à ma disposition, qui sont aujourd'hui nombreux, j'utilise les MOOC, j'utilise les livres en ligne, et finalement, je fais l'accompagnement dont on peut avoir besoin avec ça ». Est-ce qu'il n'y aura pas un risque tout d'un coup de voir une désertion de l'école, bien sûr. Une vraie? Bien sûr, et on voit bien, et c'est une évidence qu'il y a ce risque, qu'il est majeur, et on voit bien aussi le cauchemar que ça représenterait. C'est-à-dire, où est-ce qu'on apprend à vivre de manière collective? Où est-ce qu'on débat de ce qu'on doit apprendre? Parce que si moi j'apprends des trucs à mon gamin en le mettant sur tel type de service éducation en ligne ou autre, et que vous faites un truc complètement différent, il y a un moment donné où est-ce qu'on crée un sentiment de vivre ensemble dans un pays? Encore une fois, l'éducation, c'est quand même, et l'enseignement, c'est la manière dont on va former la connaissance, l'état d'esprit des futurs citoyens dans une société, mais pas rien, quoi. C'est, je dirais même, en fait, les fondements de cette société. Donc on peut pas déserter ce sujet. Effectivement, il y a un enjeu majeur et qui me semble risqué et qu'il faut avoir en tête. Voilà. Ensuite, je voudrais juste répondre à un point qui était de la présentation de Nicolas, qui était très bien. Pour autant, je suis convaincu qu'il faut absolument transformer et que de toute façon c'est en cours, qu'il y a un enjeu d'éducation absolument majeur au-delà même de l'éducation, sur l'enseignement de ces transformations. Parce qu'encore une fois, on va tous se retrouver avec énormément de plus en plus de pouvoir grâce au numérique. Ce pouvoir, il faut savoir s'en servir, mais pas n'importe comment. Donc je pense qu'il y a un enjeu absolument clé là-dedans. Pour autant, je ne pense pas du tout qu'il ne faille pas justement maîtriser l'entrée du numérique dans le champ de l'éducation. Je ne suis pas du tout un tout numérique. Je ne suis pas sûr qu'il faille coller des tablettes en permanence entre les mains des gamins sans regarder ce qu'ils font, sans l'organiser. Je ne suis pas sûr du tout que la délinéarisation totale de l'enseignement et de la connaissance soit une bonne chose. Je veux dire, ces choses-là, je dirais même, en posant la question, j'y réponds. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là. Je veux dire, moi j'ai de la chance d'enseigner, j'enseigne à Sciences Po. Je vois aussi les conséquences, moi qui suis un migrant du numérique,
et qui, pour la première fois, voit arriver des générations de natifs du numérique, je vois tout l'intérêt et toute l'ouverture d'esprit et toute la familiarité avec ces nouveaux outils qu'ils ont par rapport à nous. Je vois aussi les conséquences d'un enseignement moins structuré, plus délinéarisé, et qui a de bonnes conséquences comme de mauvaises. Donc, je veux dire, il faut aussi avoir une approche nuancée sur tout ça. En tout cas, nous, on l'a. Enfin, moi, j'essaie de l'avoir. Et donc, voilà, c'est pas parce qu'on est absolument obsédé par l'idée qu'il faut engager cette transformation, l'accompagner, faire en sorte qu'il y ait des verrous qui sautent, etc., que pour autant, c'est un saut débridé dans le monde numérique. Je ne crois pas du tout ça. Et je conclue juste sur un point. Alors, je ne l'ai pas retrouvé. Mais il y a une étude qui vient de paraître aux États-Unis, qui pour la première fois, c'est hyper intéressant, qui pour la première fois montre que dans les classes sociales supérieures, il y a une baisse assez importante du niveau scolaire. Et les premières analyses des chercheurs, c'est de dire qu'en fait, les parents, surtout aux États-Unis, ils laissent leurs gamins avec ça, sans aucune maîtrise, sans aucun contrôle. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas du flanc ce qu'on dit quand ces outils sont géniaux, mais c'est aussi des outils de déconcentration, c'est aussi des outils. On ne peut pas simplement s'en remettre à ce genre de phénomène de manière spontanée. On doit avoir une vision maîtrisée. Et je pense que voilà, les gamins, il faut aussi savoir les tenir à l'écart des écrans et qu'ils puissent avoir d'autres modes d'apprentissage. Voilà. Et je pense qu'on peut défendre cette transformation numérique sans pour autant tomber de manière béate là-dedans, parce que ce serait extrêmement dangereux. Merci pour la transition avec Thierry de Vulpillard de Microsoft pour les écrans. Comment vous êtes perçu, vous, par le ministère? Vous n'êtes pas une start-up, ou alors une grosse, mais est-ce que vous êtes mieux reçu que les start-up qu'on a vues ici? Je pense que oui, la question du ministère est bien la bonne question. Enfin, en tout cas, la question de l'institution, il y a un vrai risque, et pour reprendre les différentes interventions, d'avoir un numérique qui se développe en dehors de l'école et que l'école reste sanctuarisée ou pas, mais en tout cas en contraste avec cette évolution. J'ai un peu tendance à dire que les enfants vivent dans un monde en couleur, ils ont encore une école en noir et blanc. Il y a des gens qui parlent de noir et blanc, mais pas tous, donc il y a de plus en plus de décrochage. Donc ce sujet, politiquement, il est effectivement complètement crucial. On peut développer une start-up sur du B2B. Il y a, pour ses propres enfants ou pour un certain nombre de catégories sociales, un accès au numérique qui se démocratise, qui va à grande vitesse, mais ça serait un déficit politique de tenir compte, enfin de rester à ce constat-là. Il y a un phénomène de homeschooling qui marche aux États-Unis. Il y a 15% des gens qui retirent leurs enfants des écoles et qui font les écoles entre eux, entre quartiers. C'est un drame politique si on va vers là. Donc pour moi, même s'il y a des opportunités de business sur les familles, etc., le sujet de l'éducation nationale reste le cœur du sujet et il ne faut pas s'en détourner. Ensuite, sur les moyens, l'éducation nationale, et donc moi je travaille chez Microsoft, je suis sur un programme depuis une dizaine d'années qui est pour accompagner l'usage du numérique. On est sur 130 pays. C'est un secteur qui est considérable. C'est des actions qui sont considérables de la part des puissances publiques. C'est 63 milliards d'euros en France. C'est 10 à 15 ans de la vie de chacun. Voilà. Donc on ne peut pas se détourner de cet espace-là par rapport au numérique. Et face à cette urgence et cette conscience qu'il faut avoir que c'est avec l'école, la rue de Grenelle, l'éducation nationale qu'il faut réussir la transition numérique, moi j'ai plutôt un gros optimisme. En fait, je pense qu'il y a des convergences d'étoiles en ce moment et que c'est ça dont il faut se saisir. C'est vrai qu'il y a eu 16 plans numériques, chaque ministre a fait le sien, etc. 16, voilà, depuis informatique pour tous, voilà. Donc on peut se dire, ça va être le 17e. Les convergences d'étoiles, et c'est vrai que je crois beaucoup, j'espère beaucoup en mon voisin, mais il a dit qu'il n'était pas Najat, donc je ne sais pas si ça s'est vu, je crois. Jouer tous les rôles qui vont bien, mais grosso modo, il y a un président qui a annoncé à plusieurs reprises un grand plan numérique. Voilà, et donc c'est des tablettes pour les 5e, ça sera ou pas des tablettes, ça sera ou pas les 5e, mais en tout cas une dynamique qui est assez forte par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a évoqué un peu comment fonctionnent les enseignants en disant que finalement ils étaient plutôt acquis à les questions du numérique. La France est 24e sur 27 en Europe dans l'utilisation du numérique en classe. Donc à la fois ils sont acquis, mais à la fois ils ne font pas. Donc il y a bien une raison pour laquelle ils ne font pas. Et au lieu de leur porter l'anathème, ce qu'il faut voir, c'est que, et ça a été décrit finalement dans le succès-échec de l'aventure du concours de maths, c'est que les enseignants, et c'est une des richesses qu'on a en France, c'est plutôt des anciens premiers de la classe. Aux États-Unis, c'est des chômeurs qui deviennent profs, qui quittent l'enseignement, etc. Donc on a une richesse, une ressource qui est extraordinaire dans le corps enseignant. Mais du coup, c'est des gens qui sont civiques, citoyens, respectueux des programmes, des prérogatives de l'éducation nationale. Dans une vie antérieure, j'ai été éditeur scolaire, je faisais des manuels de lettres pour montrer qu'on peut concilier effectivement scientifique et littéraire aussi. C'était les manuels qui étaient, les plus conformes à une réforme un peu contestée, qui finalement étaient les plus vendus. Donc les enseignants sont assez respectueux des consignes de l'éducation nationale.
Et donc, ma convergence d'étoiles, c'est qu'en ce moment, à la fois, il y a une volonté de faire ce plan numérique. Ça a été annoncé à plusieurs reprises. Il y a le rapport Jules Ferry 3.0. Il y a un certain nombre de rapports, le ministère de l'Éducation et e-éducation, là, avec les grands investissements d'avenir, ont porté aussi tout un message sur les perspectives de l'éducation. Parallèlement à ça, au sein de cette enclave éducation nationale, 1 million de personnes, une force qui effectivement a du mal à regarder son extérieur, qui à chaque fois qu'on gratte à sa porte considère qu'on est un petit peu un intrus, c'est ça les témoignages que vous faites. Il y a un Conseil supérieur des programmes qui est en train de travailler et qui va sortir une réforme en septembre 2016 sur les 5e. Donc convergence sur le plan des tablettes ou des devices ou des écrans qu'on pourrait donner et ce programme-là. Quand on sait l'impact que le programme a sur les pratiques des enseignants, ça va être ça leur référent, les inspecteurs s'y réfèrent aussi. Est-ce que le CNN est membre de ce Conseil supérieur de programme? Est-ce qu'il y est interviewé à chaque fois? Il faut qu'il le soit. C'est-à-dire qu'il est indispensable que la société civile et que les acteurs du numérique soient présents. Sinon, on a une discussion d'inspecteurs généraux sur des déplacements de concepts qui sont indispensables mais qui sont décalés par rapport au numérique. Donc ça, c'est un premier enjeu qui est considérable parce qu'il sera impactant. Si le Conseil supérieur de programme sort des programmes, et ça a l'air d'être le cas, il est plus, ce qu'il en sort pour le moment, c'est qu'il sort du disciplinaire pour aller vers le curriculaire, c'est-à-dire plus des compétences transversales, savoir collaborer, travailler en projet, etc., des choses que porte le rapport du CNN. Donc là, il y a une vraie opportunité, mais il faut la transformer donc dans les programmes. Et deuxième point, ce qui va façonner en fait le travail d'un enseignant, c'est le système d'évaluation. Brevet des collèges, baccalauréat, ça a été évoqué. Si le système d'évaluation ne se réfère nulle part au numérique, au bac, c'est solitaire dans votre copie pour mémoriser quelque chose. Les Danois, au baccalauréat, donnent accès à Internet. Ils considèrent qu'on est dans un monde de surabondance de l'information. Ce qu'il faut apprendre, c'est à trouver de l'information dans de la surabondance. En France, il faut mémoriser. On est sur un mode d'évaluation qui vient d'une civilisation de la rareté de l'information. Donc là, on a deux gros leviers. Le conseil, la réforme sur l'évaluation, c'est Najat Belkacem qui porte ça. Le Conseil supérieur des programmes sur la réforme des programmes, tout ça à l'horizon de la rentrée 2016. Le CNN et tous les acteurs là doivent y être. Ensuite, j'aurai un mot pour les startups. Vous parlez beaucoup du mot programme. Le programme, ça veut dire qu'il y a une révolution qui est aujourd'hui la révolution de l'enseignement. Comment est-ce qu'on distribue de façon différente les programmes qui sont le programme officiel aujourd'hui, le tronc commun dont vous parlez, Benoît Thiolin. Mais il y a peut-être une vraie révolution qui est plus forte que ça, c'est la révolution de l'apprentissage. On s'aperçoit avec Algebra qu'on peut apprendre 10 fois plus vite, donc ça permet d'apprendre différemment, d'apprendre plus vite les basiques et d'apprendre autre chose à côté. Donc est-ce que la vraie révolution, c'est pas la vraie révolution de l'apprentissage aujourd'hui qui remet totalement en cause l'espèce de tronc commun qu'on a fabriqué depuis 1880? C'est ça la question. Si, je ne sais pas pour ramener ça à notre rapport, parce que d'autres l'ont dit, hein, mais enfin, bien sûr, c'est au cœur de ce qu'on a essayé de pousser, hein, c'est de dire qu'il y avait aussi une révolution de l'apprendre, en fait, et de la manière. Donc mais c'est ce qui a été dit de tout ce matin. Je veux dire, on n'est plus dans un moment de rareté de l'information, mais d'abondance. Donc le problème, c'est le tri. C'est moins la connaissance que la compétence. C'est moins la compétition dans un système éducatif français, quand même, qui est hyper compétitif. Je veux dire, on est capable de classer les gamins de 0 à 20. De 0 à 20. Je veux dire, vous imaginez ce que ça veut dire en termes de marge d'erreur? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a sûrement des exercices où on peut nous dicter, on peut éventuellement le faire. Bon, très honnêtement, franchement, une dissertation d'histoire, vous pensez que le prof, il a la capacité d'être aussi fin dans son jugement sans en marge d'erreur? Enfin, je veux dire, moi, là-dessus, j'ai toujours trouvé ça très, très étrange. Très honnêtement, et par ailleurs, ça véhicule une idée d'une hyper-compétition des élèves entre eux, alors que je ne dis pas qu'il n'en faut pas. La gamification, elle fonctionne largement sur une émulation. Mais enfin, on est beaucoup plus dans la coopération, dans le collaboratif, que dans une stricte émulation hyper concurrentielle, quoi. D'ailleurs, qui est un truc complètement dingue, parce que là-dessus, c'est quand même un peu bizarre parfois de sentir les profs, parfois une partie d'entre eux, à mon avis minoritaire, d'être extrêmement attachés sur ce système hyper concurrentiel des notations, et par ailleurs, d'être assez quand même culturellement opposés à une pure société de marché. Donc, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange. Non, moi, je dirais, pour conclure là-dessus, et pour revenir sur ce que vous disiez, nous, on a, je pense, un peu jeté un pavé dans la mare. Je ne sais pas trop où en était le gouvernement dans ces discussions sur le plan numérique. Moi, ce que je vois de positif quand même, il y a eu 16 plans numériques. J'ai quand même l'impression que le sujet a monté très haut. Voilà, le président de la République, maintenant, organise une réunion tous les mois pour suivre l'avancée de ce sujet. On verra ce que ça va donner. Nous, on est invités, on a un petit strapontin pour suivre l'état d'avancement. On regarde, on donne notre avis à chaque fois, on dit ce qu'on pense. Et pour l'instant, on le voit avancer.
Et en tout cas, les annonces qui devaient avoir lieu il y a 2 ou 3 mois, elles ont été suffisamment repoussées pour qu'on réenrichisse le plan d'action qui est aujourd'hui en gestation. Sur l'histoire des programmes, c'est marrant parce que effectivement, c'est dans la discussion qu'il y a eu, ça a été évoqué, du fait qu'on pourrait avoir une personne du CNUM, je pense qu'une Sophie Penn serait absolument géniale, pour siéger effectivement dans ces institutions et pour essayer justement d'apporter, mais ça va un peu dans le sens de ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que l'école quand même, elle s'ouvre un peu sur le monde extérieur. C'est impossible qu'elle soit... L'école, c'est évidemment un sanctuaire, mais c'est pas une forteresse. Il faut vraiment insister là-dessus. L'idée, c'est pas de faire rentrer le marché, les entreprises, n'importe qui dans l'école. En revanche, c'est de faire en sorte que l'école soit un truc qui soit quand même ouvert sur la société, sur son innovation. Bon, j'ai promis du collaboratif. Pour l'instant, c'était pas tenu. Allez-y. Et puis préparez vos questions pendant ce temps-là. Voilà. Je vais venir vers vous. Je voulais ajouter sur un point qui avait été évoqué tout à l'heure et qui me semble assez important, ça sera probablement pas le grand soir. Et c'est quelque chose de vraiment important à comprendre dans l'éducation. Premièrement, comme ça a été dit avant, il y a déjà eu 16 plans éducation numérique, déjà, d'accord. Comme exactement vous venez de le rappeler, l'autre est en gestation, donc on ne sait pas trop. On espère tous, hein, on ne désespère pas que ça vienne, etc. Mais bref, donc déjà, d'un point de vue réalisme, c'est pas sûr. 2, ce qui empêche aussi le grand soir, il faut quand même le redire, ce sont les moyens, d'accord. C'est pas non plus la grande abondance en ce moment, je pense que tout le monde est au courant. Donc, aller faire des grands plans de grands soirs, c'est clair. Mais donc, il va falloir, soit on rajoute, et donc on trouve des moyens, soit on enlève quelque part. C'est toujours pareil. Bon, donc, et on sait que c'est quand même pas la surabondance en ce moment. Et le troisième problème, c'est que je pense qu'en effet, fondamentalement, le grand soir, c'est pas forcément par là qu'on doit commencer. Encore une fois, il y a des choses qui marchent, donc on sait. Alors je reprends l'exemple, je ne vais pas reprendre le mien, mais par exemple, voilà, on a entendu des choses qui fonctionnaient. Il pourrait y avoir des choses, on les connaît, celles qui fonctionnent. En primaire, tout ce qui est automatisé, vous parliez de la dissertation tout à l'heure. C'est clair que tout de suite, quand on se dit faire de la dissertation, enfin en tout cas quelque chose tout de suite numérique, etc., plus pour des lycéens de supérieur, on ne voit pas tout de suite. D'accord, c'est plus dans l'histoire du projet. Par contre, à faire apprendre de façon et répéter de façon mécanique à des enfants l'orthographe, l'étape de multiplication, ou faire comprendre de l'algèbre, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un professeur avec les élèves à ce moment-là? Est-ce qu'il n'est pas mieux utilisé avec toutes ses compétences et son intelligence à faire d'autres choses? Donc je pense pour ces 3 raisons, il ne faut pas trop, justement, vouloir le grand soir. Mais c'est quand même toujours ce qu'on attend dans les discussions, finalement, et dans les débats. Oui. Et c'est probablement pas comme ça que ça va se passer. Ok. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est qu'il y a un acteur, en fait, très important pour l'enseignement ou pour les enfants, en fait, du primaire et du secondaire, ce dont on n'a pas vraiment parlé ou pas beaucoup. Non, c'est les parents, en fait. On a parlé des parents, en fait, les parents en fait qui veulent déscolariser leurs enfants. Je crois que c'est vraiment une minorité parce que bon, peut-être dans les classes très très élevées, oui, mais en France c'est pas que ça en fait, on le sait bien. Aussi en fait, même dans ces classes-là, en fait, je crois qu'il y a beaucoup de parents qui ont très peur. En fait, je crois que c'est ce que beaucoup de parents en fait partagent aussi. Aussi la baisse en fait du taux dans l'éducation nationale. La peur du nouveau, la peur en fait quand même de réussir, et ils sont un peu paumés en fait. Et quand j'entends en fait tout ce qui c'est très agréable pour moi personnellement, la gamification, le ludique, le plaisir. Moi, je vois beaucoup de parents en fait qui sont passés par la souffrance, et on voit encore en France beaucoup en fait. Oui, pour que ça vaille quelque chose en fait, il faut souffrir en fait. Donc on fait des maths et on le fait en souffrant. Mais je vois la tête en fait qui bouge. Je suis d'accord que c'est pas bien, mais de l'autre côté en fait, c'est encore ce que j'entends. Et pas même par rapport au nouveau bac en fait, j'ai un filleul en fait qui est en train de réfléchir. Il me dit mais oui, mais ça va être trop drôle en fait. Voilà. C'est une réflexion, donc je voulais en fait renvoyer ça en fait aux personnes ici dans la table ronde. Comment vous voyez en fait pour moi, c'est plus en fait un changement de culture finalement qui doit avoir lieu, plus qu'un changement en fait équipement. On est d'accord que c'est pas ça, mais même plus qu'un développement, une formation des éducateurs. Peut-être un mot de Raphaël sur le sujet qui n'a pas beaucoup parlé pour l'instant. Patate chaude. Je pense que tout ce qui est dit depuis un quart d'heure, 20 minutes renforce l'idée que cette évolution, elle doit se faire en mettant les professeurs dans la boucle. Et il y a un risque, et je pense que le mot est bien choisi, effectivement, un risque que l'institution se fige, que les évolutions se fassent en dehors,
et que du coup, tout un ensemble de phénomènes se produisent, déscolarisation, inégalité face à l'éducation, puisque monétisation auprès de parents dont les moyens ne sont pas forcément égaux, etc. Donc le mot risque est vraiment très justement utilisé, et il me semble, et c'est pour ça qu'on fonctionne de cette façon, que les professeurs, la meilleure façon de faire évoluer l'institution, parce que les parents et les professeurs ont le même, les deux sont angoissés des deux côtés. Vous avez d'un côté des parents effectivement qui sont, alors moi je suis pas encore papa, mais peut-être un jour, et j'imagine bien ce que c'est que l'angoisse de mettre ses enfants dans un système dont on voit que les résultats sont sur la pente descendante, qu'il y a des problèmes de discipline, de résultats scolaires, etc., qui se multiplient. Et puis les enseignants qui, eux, le vivent tous les jours avec des élèves. La discipline, ils la vivent. Les résultats, les élèves qui ont des problèmes basiques, en troisième, qui ne savent pas écrire, qui ont des problèmes d'orthographe, qui ne savent pas aligner une phrase. Enfin, ça, pour un professeur, c'est pas facile à vivre. Donc les angoisses sont des deux côtés, et il y a en face, il y a une institution qui a du mal à bouger. Donc la meilleure façon de faire évoluer tout ça, c'est de effectivement faire entrer les parents dans la boucle, faire entrer les profs dans la boucle, de créer un écosystème qui se bouge et qui crée des choses, qui met en place des initiatives, comme on le fait, comme Laetitia le fait, comme plein de gens ici le font. Et l'institution, elle va être obligée de bouger à un moment. Et à mon avis, attendre que ce soit du top-down, effectivement, c'est très franco-français. Probablement que ça va encore fonctionner comme ça, qu'il va y avoir des réformes annoncées. L'impact des programmes, effectivement, va être essentiel. On est éditeur, on sait bien que le manuel scolaire est une feuille de route pour le prof. Néanmoins, il faut que ça vienne aussi de la base. Il faut que ça aille dans les deux sens. Je vais juste abonder dans votre sens, si vous permettez. Moi, je dirige le projet Voltaire, qui est un outil 100% numérique sur l'orthographe. Et ce que vous dites, nous, notre outil, c'est pas l'éducation nationale qui l'a expliqué, parce que l'éducation nationale, l'outil, on l'a lancé en 2008, et c'est les profs qui l'ont mis en place dans les écoles. Et l'éducation nationale, on les a rencontrés la première fois il y a 1 an et demi, juste pour leur expliquer, voilà, on voudrait faire juste vous prévenir, on travaille déjà avec 300 collèges et lycées, on travaille avec 150 CFA, et encore plus pour l'enseignement supérieur. Donc, j'ai envie aussi de vous dire, gardez l'espoir, parce que n'attendez pas en fait que l'éducation nationale dise « Ok, on met un stamp sur votre produit et puis on va le mettre chez vous ». Partez de la base des profs qui sont en direct, en liaison directe avec leurs élèves, qui savent ce dont les élèves ont besoin. On leur fait confiance, ils y vont. Et les produits, votre produit, en tout cas, moi j'ai envie de l'acheter, j'étais convaincu. Bon, et ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, les profs se relaient. Et nous, nos vendeurs, c'est les profs, c'est pas les équipes chez nous. Exactement. Et les parents reprennent le relais derrière, en disant pourquoi mon élève, moi, j'ai vu que l'élève dans l'école à côté, il fait du projet Voltaire chez moi, et pourquoi il n'y en a pas? Du coup, ils commencent à regarder, ah ouais, pourquoi pas, et on y va comme ça. Et on prend la base des profs. On n'attend pas que l'éducation nationale. Moi, je les vois 1 fois par an, c'est très bien. Je leur dis, voilà, on fait ça, ok. Alors, je sais qu'il y a des académies, notamment avec Microsoft, l'Académie de Paris. L'Académie de Paris, eux, sont vachement dynamiques sur le numérique. Il y a des gens qui ont envie d'y aller. Donc, prenez plutôt ce genre de relais au niveau académique, pas au niveau éducation nationale, parce que souvent, les gens vous écoutent avec beaucoup de bienveillance. Moi, j'ai fait des rendez-vous formidables, mais ils nous trouvent formidables. Mais il ne faut pas attendre que ça vienne d'eux. Ça, je vous le dis. Et pour votre challenge, nous, on a fait des challenges. On les a organisés nous-mêmes. Et c'est des fondations privées qui nous ont financés. Et on a fait ça dans des stades. On fait de l'orthographe dans des stades. Ça paraît aberrant, mais on fait de l'orthographe dans des stades. Ça arrive. Et on va encore faire une grosse opération bientôt. Enfin, donc, il ne faut pas attendre de l'État qui nous dise, voilà, bravo, vous êtes formidable, on va vous aider, etc. Non, faites-le, faites-le. Je voudrais juste compléter sur votre question fondamentale sur les parents. Une des réponses, c'est ce que tu as dit à l'instant et qu'on disait juste avant, ouvrir l'école. Moi, je trouve qu'il faut aussi que l'école arrête d'être une boîte noire pour les parents. Parce que c'est ce que c'est aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les parents n'ont pas le droit, parfois, d'aller voir et qu'il y ait des portes ouvertes, on puisse regarder comment le prof enseigne aux enfants? Je veux dire, ce serait sûrement le meilleur moyen déjà pour faire tomber cette espèce d'appréhension. Ça ne suffit pas. Mais ça, je pense que c'est un premier point. Le deuxième point, je pense, c'est aussi de sortir des débats caricaturaux qu'on a depuis 30 ans sur l'éducation. C'est-à-dire, en gros, il y a les anciens contre les modernes. Il y a ceux qui pensent qu'on doit laisser faire les gamins absolument ce qu'ils veulent, et puis il y a ceux qui pensent qu'il faut donner des coups de fouet ou des coups de règle. Bon. Je pense que ce débat, en fait, cette manière de construire le débat pédagogique, il est nul. Il ne fait progresser absolument aucune réflexion et il angoisse tout le monde. Les innovateurs,
les parents un peu conservateurs, tout le monde. C'est pas comme ça qu'on va progresser. Donc il faut aussi qu'on soit plus pragmatique là-dessus et qu'on réfléchisse de manière un peu empirique. Qu'est-ce qui marche pas. Je veux dire, la meilleure moyen de sortir du débat sur c'est juste de regarder l'application qu'ils ont faite. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que les enfants y jouent? Voilà, et c'est pas de dire est-ce que le jeu en théorie doit faire son entrée dans l'école. Ces débats théoriques, en fait, ils font rien progresser. Est-ce que le jeu doit rentrer dans l'école? Mais si vous posez la question comme ça, vous aurez les espèces d'illuminés qui diront mais oui absolument, et puis vous aurez les angoissés qui diront mais c'est terrible, on va plus rien apprendre à nos gamins. C'est super, on n'a absolument pas fait progresser le débat. Le mieux, à mon avis, c'est de dire mais écoutez, regardez, on a fait une étude, on a montré, c'est pas un jeu son truc, c'est pas que un jeu. Je veux dire, c'est pas Call of Duty quoi. Bon, mais en même temps, bon, ok, il peut y avoir débat. Hein? Dont acte, exactement. Voilà, ça n'est pas que un jeu. J'amende et je nuance ce que je disais. Ça n'est pas que un jeu et ça marche. Bon. Et je pense que ça, c'est sûrement un des meilleurs moyens de faire progresser enfin et de convaincre les parents. Mais le troisième point, c'est que oui, je pense que l'émergence de la civilisation numérique dans laquelle on est aujourd'hui, elle va, pour partie parfois, être à l'opposé de certains points de la matrice culturelle des pays et de notre pays en particulier. Je pense que cette idée comme quoi on doit souffrir pour apprendre, typiquement, si ça fait partie, effectivement, et je suis plutôt prêt à le penser, d'un des fondamentaux de notre matrice culturelle, je pense que ce truc-là va nous poser problème. Et je vous dirais que dans ce cas-là, c'est à l'éducation de le changer. C'est-à-dire que les parents, on aura probablement beaucoup de mal pour leur envoler cette idée de la tête, mais au moins qu'on mette l'idée inverse dans la tête de nos gamins grâce à l'école. D'où le fait qu'on ait vraiment besoin de pouvoir le décider. Peut-être un mot très rapide de Thierry de Vulpillère là-dessus. D'un point de vue marketing pur, chez Microsoft, vous avez du hard et vous avez des solutions software. À qui vous vous adressez finalement, par qui vous allez faire passer vos produits? Parce que ça peut être une porte d'entrée aussi, le marketing finalement. Hein, chez vous. Oui. Juste pour évoquer du coup ce programme sur lequel je suis associé, on est sur 130 pays, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand on parle de l'éducation, quel que soit le régime politique d'une certaine manière, qu'on parle de la Corée, de Singapour, de la France ou de la Finlande, c'est l'enseignant qui est la clé du système, de l'apprentissage. C'est lui qui sait qui sont ses élèves, comment ils progressent, qu'est-ce qui va l'aider dans son travail. Donc il y a eu quelques fois ces débats sur on n'a plus besoin des profs. Ça, il y a des endroits où on manque de profs, donc il peut y avoir des palliatifs, mais le cœur du dialogue, c'est avec le prof. Et le cœur du dialogue, c'est vrai. C'est pour ça que ensuite, quand on va dialoguer avec un prof, qui se réfère à un programme, qui ne dit pas des choses à apprendre, qui dit aussi des façons de le faire, pour reprendre votre question là tout à l'heure sur les apprentissages, tout ça est détaillé ou pas dans les programmes, donc il y a bien ce référent qui est donc important. Le prof, il est sincère, c'est-à-dire que s'il utilise Dragonbox et qui se dit j'ai cette partie du programme, cette partie de difficulté, ou cet élève qui est absent de mes cours, qui va rentrer dans le dispositif, il va l'adopter. Et donc le travail que fait Projet Voltaire, je ne connais pas bien, mais tous les travaux associatifs, il y a une vingtaine d'associations de profs, il y en a un qui s'appelle le Café Pédagogique avec lequel on travaille, qui fait des forums d'enseignants innovants tous les ans. Là, c'est là qu'on a le terreau des usages et la bonne sanction. C'est un marketing un peu particulier. Hein, c'est pas un marketing de masse où vous allez convaincre des gens avec des spots à la télévision. C'est un marketing, la preuve par les faits. C'est-à-dire, si l'enseignant il voit que sa classe décroche, il ne prendra pas le produit. S'il voit que ses élèves accrochent, que les décrocheurs sont dedans, qu'il arrive à faire de la personnalisation, il va y apprendre. On a une épreuve par les faits. Et par rapport à la question sur l'angoisse ou l'inquiétude, moi je pense que la plupart des enseignants en fait partagent votre point de vue. Le jansénisme, il est effectivement, vous avez quelques brigellis qui s'amusent à faire du marketing sur la peur, mais enfin, de façon générale, c'est pas ça qu'ils aiment, les enseignants. Donc ils aiment cette bienveillance. Sur la question de la peur, ce qu'on voit aussi, c'est que en fait, autour du jeu, c'est un débat sur l'effort en fait qui arrive souvent. Ça, on se dit, ça va être trop facile. Est-ce que l'effort est important? Et ce qu'on voit, si vous mettez des gamins sur du jeu, en fait, l'effort est extrêmement présent dans le jeu. C'est-à-dire que un jeu, c'est pas quelque chose de passif. Le propre de l'informatique, de ce numérique, c'est que c'est par rapport à la radio scolaire des années 30 ou à la télé scolaire des années 70 où on était passif, c'est un outil de production, de création, d'innovation. Et c'est ça la force du numérique. C'est pour ça que le numérique arrive dans les systèmes éducatifs, ce qui n'a pas été le cas de la radio scolaire et de la télévision scolaire. Oui. En fait, vous avez commencé un tout petit peu à répondre à mes questions, mais moi j'aimerais revenir sur ce que vous aviez dit sur le fait qu'il fallait faire entrer le professeur dans la boucle. Je suis assez d'accord que c'est un changement, on assiste à un changement culturel, mais avant tout, est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser au professeur? On a beaucoup parlé du nouveau rôle du professeur, plus un rôle de pédagogue, un rôle d'accompagnateur. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est fait aujourd'hui concrètement pour accompagner le professeur en termes
de formation, si elle existe, je ne sais pas, en termes d'outils qu'on va lui fournir. Je ne sais pas, aux États-Unis, par exemple, j'ai entendu parler de certains professeurs qui utilisent les outils de Google, comme Google for Education. Est-ce que ça se passe en France? Est-ce que ça se fait? J'aimerais avoir des réponses sur ce sujet. Je peux répondre pour Google, si ça ne choque personne. Et Apple. Non, sur la question de l'accompagnement des professeurs, et vous avez un éditeur scolaire, vous en avez un autre dans la salle, etc. Moi, je pense qu'il y a deux choses déjà sur l'accompagnement des profs. D'abord, vous avez des plans académiques de formation. Si vous regardez dans chaque rectorat, un plan académique de formation, c'est 500 pages, des stages partout. Donc, il y a une masse de temps qui est consacrée à la formation. Et tout le monde dit que le plan académique de formation, c'est-à-dire grosso modo 2 ans à l'avance, vous avez réservé un stage pendant 3 jours et ensuite, donc c'est plus ce dont vous avez besoin et vous oubliez 3 jours après. Donc là, il y a sans doute une masse d'investissement de temps homme à redéployer de façon un peu plus horizontale, un peu plus comme se fait la formation aujourd'hui. Donc il y a ça d'une part. Et d'autre part, tous les industriels, enfin qu'ils soient publics ou privés du numérique éducatif, que ce soit des startups, que ce soit des gros groupes Hachette ou que ce soit Canopé, le CNDP, des éditeurs publics, ça, c'est des ressources qui vont aider l'enseignant dans son travail d'enseignement. C'est pour ça que moi j'aime bien quand même la distinction entre parascolaire et scolaire, même si quelquefois tout ce qui est scolaire, ça s'adresse à l'enseignant, ça respecte la façon et les contraintes qu'a l'enseignant, et c'est destiné à l'aider dans son travail. Si un cours fait encore 55 minutes et qu'il ne peut pas faire des cours de 3 heures à 3 profs, ce que font les Anglais ou il faut que ces ressources, et c'est ce que font tous les manuels scolaires quand ils ont des versions numériques, ils pensent le programme, ils le découpent en fonction des compétences qui sont appelées sur tout le calendrier de l'année. Et voilà, donc ce qui va former les professeurs, c'est beaucoup ça. Sur Google, sur Microsoft, sur Apple, enfin les dispositifs, nous, les programmes qu'on a, c'est vraiment, on fait des forums de rencontres entre enseignants. On considère que la meilleure formation pour un prof, c'est un autre prof. Donc on soutient depuis une dizaine d'années des forums d'enseignants avec toutes ces assos de profs. Et effectivement, la prochaine sera peut-être à Paris, mais c'est nouveau le numérique à Paris. C'est pas en fait l'endroit où c'est quand même le plus dynamique. Voilà, donc et ensuite, on fait ça au niveau international. On avait 1200 profs à Barcelone l'an dernier. Les faire se rencontrer, je pense que Apple et Google font des choses qui sont comparables. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut dissocier les sujets. Encore une fois, moi, mon programme, il est pour aider au développement du numérique. C'est pas du mécénat, c'est l'entreprise Microsoft. On voit que si le numérique se développe, on espère que nos produits rencontreront leurs utilisateurs. Mais c'est un secteur qui est quand même un peu particulier au sens où c'est bien, et nous c'est ce qu'on tient, ça ne doit pas être décidé en dehors du prof. Il faut bien laisser la décision au prof. Ça a été un des débats sur les questions des tablettes, etc. De voir est-ce qu'on a du top-down ou est-ce qu'on a un peu de bottom-up. Je crois que la voix du CNN dans les rencontres à l'Élysée ont mis en place permis de mettre en place une consultation qui aura auprès des enseignants là, au début de l'année 2015, et je pense que c'est quelque chose qui est très précieux, quoi. Oui. Alors, moi, je parle de vision du terrain parce que j'étais enseignante avant de monter un site qui recommande des applis pour les enfants. Et en tant que prof, quand quelque chose de neuf comme ça arrive, qu'on n'a pas forcément intégré dans nos cours, on a besoin de recettes, selon moi. Comme pour enseigner l'anglais, par exemple, c'était très pratique d'avoir une fiche avec une thématique et des petits trucs à faire comme ça, spontanés, qu'on nous apporte. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que l'émulation, justement, prof à prof, pour convaincre les profs d'entrer dans le numérique. Donc, selon moi, ce qui serait génial, ce serait de mettre en place un super site référençant plein de pratiques pédagogiques et qui serait participatif, que les profs puissent rentrer sur une fiche peut-être toute faite, un truc pratique, facile, rapide. Aujourd'hui, j'ai fait ça, enfin, point A, point B, point C, et suis qui a envie de suivre ça. Mais on a une banque de recettes toutes faites comme ça, dans lesquelles on pourrait piocher et dont on pourrait se servir pour damer la piste un petit peu du numérique en classe pour les profs, quoi. Un petit mot là-dessus. Le café pédagogique, c'est 250 000 profs qui sont abonnés, donc il y a plein de réseaux comme ça. Par rapport à ça, la difficulté, c'est quelquefois, c'est comme la littérature, quelquefois on dit il y a 300 000 écrivains et 30 000 lecteurs ou 3 000 lecteurs en France. C'est-à-dire le fait de produire, de partager une fiche ne veut pas forcément dire que la fiche est de qualité. Je pense que le rôle des intermédiaires, éditeurs scolaires ou start-up, sont précieux là-dessus pour réussir à faire la fiche qui va marcher pour 30 000 profs de SVT et pas forcément la fiche qui marche super bien pour moi dans mon contexte, etc. Donc à la fois des sites de mutualisation, ça se développe, il y a des tas de start-up à lancer en plus, et à la fois les partenaires qui vont industrialiser éventuellement ce dispositif. Là-dessus, nous, on est complètement en phase sur
l'idée sous-jacente. Notre concept, c'est bien ça. C'est en fait, notre vision de notre rôle en tant qu'éditeur. On ne se définit pas purement comme un éditeur, on est techno-éditeur, c'est-à-dire qu'on fait de la technologie et du contenu. Mais sur la partie édition, la vision de notre rôle, tel qu'il doit évoluer dans les années qui viennent, tel qu'on a essayé de le mettre en œuvre depuis 5 ans, c'est de se positionner comme un facilitateur pour des professeurs qui, par nature, ont une force créatrice, qui n'ont pas attendu le numérique pour créer, les profs. Ça fait des dizaines d'années qu'ils découpent des articles de journaux, qui montent des PowerPoint et qui les montrent à leurs élèves, etc. Le numérique ne fait que catalyser ça et le faire ressortir à la surface. Et du coup, on se rend compte d'un coup qu'il y a des milliers de blogs sur Internet avec des profs qui créent plein de trucs, parfois géniaux. Et notre rôle, nous, le livre scolaire comme éditeur collaboratif, c'est comme ça qu'on se voit, c'est de faciliter, déjà de catalyser ce mouvement et effectivement d'ajouter la surcouche dont parlait M. de Vulpillard juste avant. La surcouche qui va permettre d'identifier les meilleures ressources, de les professionnaliser, de les faire rentrer dans des canevas, dans des interfaces modernes, etc., de les porter sur plusieurs supports, et donc de remettre le professeur au centre. Nous, finalement, on est à côté là pour faciliter le mouvement. Et ces idées de recettes toutes prêtes, on les met en œuvre toutes les semaines. Tous les profs qui sont abonnés à notre site reçoivent des newsletters brèves avec en 3 points une séquence à mettre en place dans un cours d'anglais, dans un cours d'histoire, dans un cours de français. Enfin, je pense que c'est effectivement la logique à suivre. Une dernière question. Il avait lu. Oui, en fait, on a parlé du rôle des professeurs tout à l'heure et du rôle de l'institution aussi, et c'était un peu une réaction à différentes choses qui ont été dites. Tout d'abord, pour nous, les professeurs ou le parent, quand le jeu est joué à la maison, font partie de l'expérience. Un enfant qui joue tout seul apprendra jamais aussi bien qu'un enfant qui a son... Merci beaucoup. Oui. Ok, bon. Super. Peut-être que tout n'est pas perdu. On va essayer de sauver ce qui peut l'être. Au passage, sur Twitter, j'ai fait tourner un petit truc avec si vous avez envie juste d'être compté parmi ceux qui soutiendront un Algebra Challenge, il y a un petit lien, un formulaire. Inscrivez-vous. C'est pas une pétition, c'est rien. C'est juste qu'on se reconnaisse et qu'on puisse communiquer. Voilà. Donc, sur le rôle des profs, pour moi, il est primordial parce qu'ils vont amener, quand on parle de transfert, par exemple, de la résolution de l'équation dans un jeu à une feuille de papier, eh ben, on a besoin de ce guide qui va expliquer, qui va aussi aider les enfants à verbaliser ce qu'ils apprennent, à exprimer ça en concept mathématique. Donc il y a un rôle qui est bien présent. Et on pourrait, et c'est ce qu'on a fait jusqu'ici, on va directement vers les profs par différentes associations, par différents moyens. On n'a pas tout fait, on a encore plein de choses à faire. Et on va continuer à faire cette approche en direct. Mais pour moi, l'approbation de l'institution et le soutien de l'institution est très importante parce que les professeurs... Et on l'a dit aussi, écoutent évidemment ce que le ministère dit, ce que leurs inspecteurs disent. Enfin, il y a des référents pédagogiques. Moi, j'ai eu des profs qui me disaient, quand j'ai entendu parler de l'Algebra Challenge, j'ai failli pas le faire parce que mon correspondant pédagogique au CRDP connaissait pas. Et puis finalement, il m'a trouvé un autre correspondant ailleurs qui connaissait. Et bon, c'est un écosystème aussi, l'éducation du côté ministère. Et je pense pas que... Enfin, je pense pas que ce soit intéressant pour qui que ce soit de construire des choses en opposition. Vaut bien mieux avoir le... Mais bon, c'est un travail de longue haleine. Je suis d'accord et je pense que ça rebondit tout à fait avec la question de Madame tout à l'heure sur en fait la crainte des parents. Il se trouve que les parents le voient aussi comme un risque. C'est-à-dire qu'on se dit toujours, voilà, on sait ce qu'on perd à changer de système, on ne sait pas vraiment ce qu'on gagne aujourd'hui à passer au numérique. Et les gens, en plus, comprennent bien, les parents, que passer au numérique, ce n'est pas juste avoir une tablette, c'est aussi changer ses approches pédagogiques, c'est changer la façon d'apprendre. Et on a beau parler de PISA, des mauvais résultats, que l'éducation, c'est moins bien, etc. Les parents, ils ne voient jamais leurs enfants en devenir comme étant dans les 30% qui ne vont pas fonctionner. Vous pouvez tous leur demander, ils les voient toujours comme étant dans les 2 tiers qui vont fonctionner. Et donc, ils se disent naturellement, je prends un risque à ce qu'on change tout. Et c'est là que ça rejoint, je pense, le point de Serge, c'est que c'est l'institution à laquelle ils font quand même confiance, en fait. C'est elle qui doit bouger, en fait, montrer. Parce que le parent, il ne va pas tout seul dire, à moins qu'on déscolarise ses enfants, comme aux États-Unis, 2 millions de homeschoolers, c'est l'institution et c'est bien l'école qui va montrer un peu la voie et qui va dire, voilà, si nous, on commence à s'engager dans cette voie, derrière, probablement, les parents vont être en confiance pour tout le reste, dire « Ah ouais, si les profs l'utilisent, c'est que c'est bien. » Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, pour donner un exemple très simple, ce qui marche dans le parascolaire, ce sont les éditeurs scolaires. C'est-à-dire que les parents sont en confiance pour acheter des cahiers de vacances estampillés Nathan, Bordas, Hachette ou autres, parce que c'est ce qui est utilisé à l'école.
Donc il y a quand même une confiance dans ce que les professeurs utilisent et l'école utilise, et qui pourrait répondre à ce risque qui est compréhensible chez les parents, de se dire je sais ce que je perds et je ne sais pas ce que je gagne. On va peut-être rester sur cette conclusion sur les parents et sur l'espoir donc que l'institution va bouger. C'est ce que vous avez évoqué. Bon appétit.